faire comme ça. Vous voyez mon écran? Oui, oui. OK, voilà. Et vous voyez maintenant le PowerPoint? Oui. Oui. Oui? OK, parfait. Donc, on va parler un tout petit peu de la sémiologie neurologique, donc l'examen neurologique, avant de faire les examens complémentaires. Je vais vous poser de temps en temps des questions, donc c'est bien que ça soit un peu interactif. Donc, comment on fait? Les patients neurologiques, ça se passe comment? On commence avec quoi? Une anamnèse, tout le monde d'accord? Et un signalement. Donc, on veut savoir c'est quoi le problème? Est-ce que c'est plutôt aigu, chronique? Qu'est-ce que... Attends, je vais juste... On va recommencer les vidéos plus tard. Et donc, c'est quoi l'historique? Ok. Attends, il y a un truc sur l'écran. Vous m'entendez toujours? Oui. Vous voyez aussi le truc sur l'écran maintenant? Your device turns off automatically. Ok, c'est fait. Ok, donc, l'anamnèse historique, signalement du chien, vieux chien, jeune chien, peut-être certaines races, historique, est-ce que ça soit plutôt aigu, chronique, qu'est-ce qui se passe, est-ce que le chien a déjà eu des traitements, quelle est la réponse sur le traitement, est-ce qu'ils ont fait des autres examens déjà, est-ce que les examens ont montré quelque chose. Et après, on fait toujours un bon examen général. Parce qu'en neurologie, on sait qu'on peut avoir des cas qui se présentent, par exemple, pour une faiblesse qui ne soit pas du tout neurologique. Tu peux avoir un chien, par exemple, anémique qui se présente pour une faiblesse. Donc, un bon examen général est toujours très important. Et ici, j'ai 2 vidéos pour vous montrer des cas qui se sont présentés en service de neurologie, mais qui n'avaient pas de problème neurologique. Donc, à gauche, on voit maintenant c'était un jeune golden qui est plutôt petit, qui se présentait pour des épisodes de faiblesse. Souvent, dans la plupart des cas, liés à l'effort. Donc, vous voyez le petit chien qui était très enthousiaste et on voit qu'il devient faible. Vous le voyez? Il reste bien conscient. Et après un petit repos, ça va un peu mieux, mais vous voyez que de nouveau, il devient un peu faible. Est-ce que ça fait vous penser à une maladie neurologique? Personne? Allô? Une atteinte d'un nerf ou quelque chose comme ça? Pardon? Une atteinte d'un nerf au niveau du membre? Je ne comprends pas très bien ce que tu dis, mais on a de temps en temps des maladies neuromusculaires, donc des atteintes des nerfs, des muscles périphériques, qui se présentent comme des chiens qui ont des faiblesses épisodiques liées à l'effort. Et une maladie très connue, c'est la myasthénie. Ça vous dit quelque chose, la myasthénie? Allô? Non. Non? Non? OK. C'est pas grave. Mais donc, le chien ici, parce qu'on est toujours dans l'examen général, il se présentait pour une faiblesse liée à l'exercice, mais à l'examen général, on avait un souffle. Et donc, c'était plutôt un problème cardiologique. Donc, c'est pour ça que je vous montre que les cas qui sont présentés pour des faiblesses épisodiques, toujours faire un bon examen général. L'autre chien ici, à droite, se présentait pour une faiblesse des postérieurs. Vous voyez qu'il marche un peu bizarre sur les 2 postérieurs, avec les genoux en exorotation. Et donc, il était présenté pour un problème de dos, mais à l'examen général et plutôt examen orthopédique, on avait les 2
rotule qui était tout gonflé et il était instable. Donc, c'était un chien qui avait des ruptures des ligaments croisés bilatérales. C'est juste pour vous dire que c'est toujours important, même si le cas est plutôt référé pour un problème neurologique ou que les gens pensent que c'est plutôt un problème neurologique, qu'ils doivent toujours bien faire un examen général qui peuvent peut-être déjà vous donner la réponse sur le problème de l'animal. Donc, examen général en totalité et d'après, on fait un examen neurologique. Et maintenant, ok, voilà, l'examen neurologique. Comment on le fait? On le fait toujours en totalité, c'est très important, et on le fait un peu pas par pas. Comme tous les examens, c'est toujours bien de suivre un peu la même façon de travailler. Donc, qu'est-ce qu'on fait au départ? On fait une observation de l'animal. Comment on le fait? On le fait, ça dépend un tout petit peu si c'est un chien, un chat. Hein. Pour les chiens, surtout s'ils viennent pour des démarches anormales, c'est plutôt mieux de le faire peut-être à l'extérieur ou dans le couloir et avec un sol qui n'est pas trop glissant. Et on voit comment il marche. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit des faiblesses, des parésies? Est-ce que c'est une patte, deux pattes, quatre pattes? Mais on regarde aussi le comportement de l'animal et ça, on peut faire dans la salle de consultation. On voit qu'est-ce qu'il fait dans la salle. Est-ce qu'il ne se met pas dans le coin? Est-ce qu'il est bien réactif? Est-ce que vous voyez qu'il a une posture de tête bizarre, anormale et tout ça? Donc, l'observation peut déjà nous donner beaucoup d'informations. Et donc, ici, j'ai mis, et on regarde le comportement, l'état d'éveil, vision, audition, c'est toujours déjà un peu compliqué, mais pour la vision, on peut mettre des obstacles dans la consultation et voir est-ce qu'il se cogne, oui ou non. L'audition, on peut taper sur la table, sur la porte et voir est-ce que l'animal réagit. Posture, on va en parler un peu plus tard. La démarche et peut-être des autres choses comme des tremblements, des crises et tout ça. Dans la plupart des cas, pour des tremblements et des crises, c'est des choses qu'on va probablement pas voir pendant la consultation, mais peut-être, et maintenant avec les smartphones, souvent les gens vont emmener des vidéos et qu'on peut voir qu'est-ce qui se passe s'il fait des crises pour voir de quoi il s'agit. Et donc, souvent déjà, avec juste observer l'animal, on peut localiser le problème. Hein. Par exemple, s'ils viennent pour une monoparésie, probablement, et d'une patte antérieure, probablement c'est plutôt le plexus brachial qui atteint. Hein. Voilà. Observation, j'ai déjà parlé un tout petit peu de la posture. Donc, on regarde d'abord posture de la tête. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce que vous voyez? Il a une, on appelle ça comment? Il a une tête penchée, oui. Et ça nous dit quoi? Un problème vestibulaire. Oui, parfait. Donc, si vous voyez une posture de tête comme ici, c'est plutôt problème vestibulaire. Et des problèmes vestibulaires peuvent être très évidents, mais aussi très discrètes. Et je vais vous montrer deux vidéos où vous voyez ici en bas le petit chiot qui a une légère tête penchée à gauche. Et vous voyez, ça va. Et au niveau de des marches, je pense qu'il marche plutôt normal. Peut-être qu'il est un peu faible là aussi, mais c'est pas très important. Mais la tête penchée peut être aussi très évidente. Attends. Il veut plus. Oui, ça va venir. Voilà. Donc ici, vous allez voir que le chat a vraiment une tête penchée à gauche, mais qu'elle roule aussi. Et que c'est presque, oui, infaisable de le garder comme ça. Vous avez vu? Donc ça, c'est un autre syndrome vestibulaire avec une tête penchée qui fait aussi une ataxie très importante avec qu'elle roule vraiment du côté gauche. Donc on observe la posture de la tête, mais on peut aussi
observer des autres postures de tête, ce qu'on appelle plutôt, et ça c'est, je n'ai qu'un mot en anglais, c'est plutôt un head turn. C'est quoi la différence qu'on voit ici avec les animaux précédents? Qu'est-ce qu'il fait ce chien? Ici, il a toujours la tête horizontale. Oui, il a toujours la tête horizontale, oui, mais il tourne la tête plutôt vers son corps. Et c'est ça ce qu'on appelle un head turn. Et donc, c'est pas du tout vestibulaire, hein, parce que si c'est vestibulaire, on va chercher dans le système vestibulaire le problème. Si on voit ça, comme on voit ici sur la photo, c'est plutôt une lésion du cortex cérébral, parce que c'est une posture qui colle plus avec un posture anormale qu'on voit avec des lésions cérébrales. C'est clair? Donc, c'est une incurvation de la tête et le cou, torticollis head turn, plutôt lésion du cortex cérébral. C'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Oui, ok, parfait. Et ici aussi, attends, je vais essayer. Ici aussi, vous voyez, c'est un vidéo d'un head turn. Donc, vous voyez que le chien, il tourne vraiment la tête vers son corps. Qu'est-ce qu'on voit de plus, surtout sur ce vidéo-là? Qu'est-ce que vous trouvez du chien? Il est comment? Il a l'air abattu. Il a l'air rabattu, hein? Qui colle aussi avec une lésion du cortex cérébral. Et on voit qu'il a le head turn, mais on a vraiment l'impression que son état d'éveil est fort diminué. Donc, c'est plutôt une lésion cortex cérébral. Que pensez-vous, c'est côté gauche ou côté droit s'il tourne la tête vers le droit? À droite. Oui, c'est plutôt à droite. Donc, ce chien, on le suspecte d'avoir une lésion dans le cortex cérébral à droite. Donc, on n'a rien fait, hein, on a juste observé le chien. Ok, ici on a quelques symptômes. On va pas aller plus vite, on va faire vite. Et donc, on a des autres postures des membres du tronc, mais c'est très rare. On parle d'une rigidité de décérébration, hein. Donc, ce qui veut dire que tu as un animal en décubitus avec une extension des 4 membres et une diminution de l'état d'éveil. Et ce qui dit qu'il y a un problème dans la partie rostrale du tronc cérébral. C'est juste pour vous montrer, c'est une photo, vous voyez l'animal qui est vraiment en décubitus, plutôt en opistotonus, et on voit les pattes plutôt raides. Et j'ai normalement aussi un vidéo. Ben voilà, donc vous voyez ici un chien. Et vous voyez que son état d'éveil est, ben, il n'est plus là. Il a des pattes raides, les 4 pattes raides. Vous voyez? Et dans la plupart des cas, c'est des chiens qui ont des tumeurs et qu'on a une pression intracrânienne fort élevée, hein. Et donc, le pronostic est vraiment mauvais. C'est rare, hein, qu'on voit ces postures-là avec les 4 membres en extension et un chien avec un état d'éveil tout diminué. Et on a un autre type de posture qui s'appelle rigidité de décérébellation. Donc, c'est plutôt lié avec des lésions du cervelet. C'est un peu similaire à l'autre, mais là, on voit que les postérieurs sont plutôt en flexion et on a un état d'éveil normal. OK. Mon ordinateur fait des choses bizarres. Voilà. Mais ça, c'est moins important parce que ça se voit vraiment pas beaucoup. Et une autre posture que vous connaissez peut-être, plutôt des membres du tronc, c'est du Schiff-Sherrington. C'est une posture qu'on voit avec des lésions de la moelle épinière T2L3, des lésions d'une apparition suraiguë, avec une vraiment paraplégie des postérieurs, mais qui garde les antérieurs en hyperextension avec un psychisme tout à fait normal. Et c'est un peu ce qu'on voit sur la vidéo ici. Donc, c'est un chien qui est paralysé des postérieurs, mais quand il est couché, vous voyez qu'il a des antérieurs raides. Les postérieurs sont vraiment flasques parce qu'il est vraiment paralysé des 2 postérieurs. Et normalement,
ça se voit pas sur la vidéo. Si on va le mettre debout et on le met sur les pattes avant et on fait ce qu'on appelle le test à la brouette, vous allez voir qu'il sait marcher sur les antérieurs. Donc, et ça dit qu'il a une lésion plutôt entre T2 et L3, une lésion dans la plupart des cas quand même d'un pronostic mauvais. Ça se voit aussi pas régulièrement, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, c'est différent des autres deux parce que oui, avec la première posture, là, on avait l'état d'éveil qui était tout à fait diminué et l'autre où tu avais les postérieurs en flexion et les antérieurs en extension. Mais voilà, donc on observe juste le comportement, posture de tête, des pattes, et après on va regarder la démarche du chien. On regarde s'il y a une faiblesse, comment on va voir des faiblesses. Tu vas voir un chien qui sait peut-être marcher, qui est très faible, qu'il faut aider à marcher. Ils peuvent traîner avec les pattes, ils veulent racler avec les ongles. Ils peuvent avoir aussi en neurologie des boiteries. Et ils peuvent avoir des ataxies. Donc, une ataxie, c'est une démarche incoordonnée. Tu vois que les pattes font des choses qui ne sont pas normales. Ils font des mouvements qui sont comme normales. Et si on parle d'ataxie, on a 3 types d'ataxie. Il y a quelqu'un de vous qui peut me dire quels seront les 3 types d'ataxie qu'on peut observer? Il y a l'ataxie vestibulaire, Oui, l'ataxie cérébelleuse oui. et je ne sais plus la troisième. Tu sais plus la troisième? Non. Non, c'est spinal ou proprioceptif. Donc, ataxie, on a les 3 ici. Vestibulaire, ce qui nous dit qu'il y a un problème dans le système vestibulaire, oreille moyenne interne ou dans le nerf vestibulaire ou dans le tronc cérébral, la partie où on a le noyau vestibulaire. Tu peux avoir une ataxie spinale avec une atteinte dans la moelle épinière ou tu peux avoir une ataxie cérébelleuse avec des atteintes au niveau du cervelet. Ici, attends. Qu'est-ce que ce chien-là, il a quel type d'ataxie? On voit, oui, je sais pas. Attends. Vestibulaire, Oui, pourquoi c'est vestibulaire? parce qu'il a la tête penchée qui roule. Oui, il a une tête penchée à gauche et il roule. C'est clair pour tout le monde que c'est plutôt vestibulaire. Ici, je vais... Siri veut nous accompagner. Ici aussi, on voit un autre. Qu'est-ce que vous pensez? Quel type d'ataxie qu'il présente ce chien-là? Peut-être proprioceptif. Tu n'as pas l'impression qu'il a aussi une tête penchée? C'est moins fort, j'ai l'impression. Oui, c'est moins fort, mais il a un déficit proprioceptif et je pense que c'est ça ce que tu as vu. Et on voit à Oui. la patte là. Attends, ça se voit. Oula. Vous voyez? Oui, il a Il l'air a de un chercher déficit. un peu. Oui. Donc, ça nous dit que c'est... Et il a aussi un nystagmus. Vous voyez, il fait aussi des petits mouvements de tête. Donc, lui, il a une ataxie vestibulaire, mais on est certain que ça soit plutôt une lésion centrale parce qu'il a un déficit proprioceptif. Et donc, si on parle des syndromes vestibulaires, ça pourrait être lié à une lésion périphérique qui est localisée dans l'oreille moyenne interne. Là, tu ne peux pas avoir des déficits proprioceptifs parce que les voies proprioceptives ne passent pas par la bulle ni dans l'oreille interne. S'ils ont des déficits proprioceptifs, ça doit être une lésion centrale dans le tronc cérébral. C'est clair pour tout le monde? OK. Donc, ataxie vestibulaire. Et on peut avoir perte d'équilibre, tombée, titubée, tête penchée et un nystagmus ou un strabisme. Quel type d'ataxie est-ce qu'on voit ici?
Cérébelleuse. Pourquoi? Il fait de l'hypermétrie. Oui, peut-être. Surtout sur les postérieurs, là, hein, tu veux dire? Ouais. 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 Mais regardez bien, vous voyez qu'il est fort incoordonné entre les antérieurs et les postérieurs. Il fait des tout petits pas des antérieurs et plutôt, vous voyez, des tout petits pas des antérieurs et des plus grands pas des postérieurs. C'est ce qu'on appelle et il n'y a pas de mot en français, ou peut-être oui, mais je ne le connais pas. Il fait ce qu'on appelle un two-engine gait, donc une démarche avec comme il y a deux moteurs, il y a un moteur qui fait les antérieurs et l'autre qui fait les postérieurs marcher. Et ça, c'est typiquement pour des lésions cervicales caudales, donc plutôt région C6, C2. Pourquoi c'est pas cérébelleuse? On va voir des ataxies cérébelleuses plus tard. Les ataxies cérébelleuses, dans la plupart des cas, sont beaucoup plus importantes. Et souvent, on a aussi des tremblements de tête. Ils peuvent avoir des pertes d'équilibre. Ils peuvent même avoir une légère tête penchée. Et souvent, ils sont vraiment beaucoup, beaucoup plus atypiques que ça. Et le chien ici, lui aussi, il est un peu hypermétrique des antérieurs. Ça se voyait surtout au départ. Et vous voyez qu'il traîne vraiment les postérieurs. Et parce qu'ici aussi, il est faible des postérieurs. Donc lui aussi, il a un problème sur les 4 membres, mais la faiblesse ne colle pas du tout avec une lésion cérébelleuse. Et les ataxies cérébelleuses, c'est jamais lié avec des paraparésies de faiblesse. Donc lui aussi avait une atteinte plutôt cervicale, ataxie proprioceptive. Donc, quand on a des incroyations comme ça entre les antérieurs et les postérieurs, c'est d'office la moelle épinière au niveau cervical? Tu parles maintenant du Doberman? Oui. Oui. C'est vraiment une démarche très typique pour des lésions cervicales dans la région caudale, C6, T2. C'est très typique. Ça ne se voit pas avec des lésions plus crâniales et ça ne se voit pas du tout chez des lésions cérébelleuses, pas du tout. C'est vraiment très typique. C'est pour ça que je le montre aussi un tout petit peu. Et chez les Doberman, on pense toujours, si on voit ça, à des wobblers. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les wobblers, mais c'est une maladie qui donne une compression médulaire dans la région C6-T2. Et souvent, ils ont vraiment des démarches comme ça. Et donc, pour la troisième type, oui, donc on a ici déficit proprioceptif. Ils peuvent traîner, incoordonnés, et donc le two-engine gait ou disconnected gait, ce qu'on avait vu chez le Doberman. Donc, c'est très typique que spinales qu'ils ont des déficits proprioceptifs. Ça ne se voit pas chez des lésions cérébelleuses. Il y a une exception, mais on va oublier celui-là parce que autrement c'est trop compliqué. Donc, si vous avez des déficits proprioceptifs, une ataxie des 4 membres, c'est plutôt proprioceptif, l'ataxie. Et donc, voilà, ici, je pense que c'est clair que ça soit plutôt cérébelleuse. Oui, je ne sais pas pourquoi ils commencent toujours tous les vidéos en même temps. Donc, vous voyez ici des petits chatons. Vous voyez qu'ils ont une ataxie très importante avec des chutes, une hypertropie sur les 4 membres. Typiquement ici, c'est vraiment très important, l'ataxie ici. Et vous voyez qu'ils tombent comme ça vers l'arrière. Donc, ça ne colle pas du tout avec une ataxie spinale. Et vous avez vu les petits tremblements de tête, ce qu'on appelle des tremblements intentionnels qui sont typiques pour des lésions cérébelleuses. Donc, une ataxie beaucoup plus importante avec problème d'équilibre et les tremblements intentionnels. Ici, on a quelques autres exemples des ataxies cérébelleuses. Vous voyez, hein, il fait aussi des chutes. Souvent, ils ont peur de marcher parce que ils ont peur de tomber.
Et ici, encore une fois, les petits tremblements de tête. Donc, les tremblements intentionnels, c'est souvent au moment qu'ils sont fixés sur quelque chose. Et si on a des chutes, ça pourrait pas aussi faire penser à un vestibulaire à cause de la perte d'équilibre? Oui, mais si c'est vestibulaire, tu as presque toujours une tête penchée. Ah oui, ok. Oui, et donc tu fais la différence entre vestibulaire, c'est tête penchée. Si tu as une tête penchée, c'est vestibulaire. Si tu as, parce que on a vu le bulldog français là, il peut avoir aussi des déficits proprioceptifs si c'est une ataxie vestibulaire. Cérébelleuse, là, l'ataxie est dans la plupart des cas beaucoup plus importante, avec des tremblements de tête. Ils peuvent même avoir des tremblements de tout le corps. Et normalement, tu n'as pas de déficit proprioceptif. Il y a, comme j'ai dit avant, il y a une exception, mais on l'oublie un tout petit peu maintenant. Oui, les atasies spinales, tu n'as pas de déficit, tu n'as pas de tête penchée. Tu as, dans la plupart des cas, des déficits proprioceptifs. Tu peux avoir un chien qui traîne vraiment et qui est faible. Et tu n'as pas de tremblement de tête, pas de whole body tremors, comme on appelle ça. Et dans la plupart des cas, l'ataxie est quand même un peu moins importante. Et je vais être très honnête, souvent on doute un tout petit peu entre ataxie spinale proprioceptive et ataxie cérébelleuse. Si l'ataxie n'est pas très flagrant, les symptômes, on peut douter un tout petit peu entre ces deux-là. OK. Ouais. Et maintenant, voilà. Donc, absence de parésie et de déficit, hypermétrie, démarche ébrieuse, élargissement de la base de suspension, tremblement intentionnel. Et ils peuvent avoir aussi des symptômes vestibulaires comme des têtes penchées de temps en temps. Mais ce n'est pas dans tous les cas. OK, donc, un petit peu en résumé, avec l'observation, et si on a des chiens qui ont des lésions du... Et ici, c'est une petite image. Donc, le bleu, là, c'est le cortex cérébral. La partie en grise, là, c'est le cervelet. Et ça, c'est le tronc cérébral. Si on a une lésion du cortex cérébral, on peut avoir tous les symptômes qu'on voit ici. Cécité centrale, ce qui veut dire que tu as un animal qui ne voit pas, mais qui a des bons réflexes pupillaires. Il peut faire des épilepsies ou, et je l'ai mis en petit, lettre petit, dyskinésie, narcolepsie, mais on oublie ça. Des comportements un comportement anormal, comme par exemple un chien qui tourne en rond, fait du poussé au mur, qui se met dans un coin et ne sait plus sortir du coin. Il peut avoir des postures anormales, comme on a vu. Ils peuvent avoir diminution de l'état de l'éveil, hypoalgésie faciale, mais on peut oublier ça aussi, et il peut faire des déficits proprioceptifs contralatérales, donc de l'autre côté. Si un animal avec une lésion du cervelet, on peut avoir des ataxies cérébelleuses, des tremblements intentionnels, un syndrome vestibulaire, et souvent on voit aussi qu'ils ont des réflexes NAS faibles. On ne sait pas très bien expliquer pourquoi ils font ça, parce que ce n'est pas des chiens qui sont aveugles, mais on le voit souvent. Et il peut faire des whole body tremors et des anisocories. Pour les whole body tremors, j'ai ici une vidéo. Donc, tu peux avoir un chien qui tremble vraiment de tout le corps. Et ça se voit aussi rarement avec des lésions du cervelet. Et donc, tronc cérébral, une lésion dans le tronc cérébral, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir une diminution de l'état d'éveil, des déficits des nerfs crâniens, parce qu'on a tous les noyaux des nerfs crâniens qui sont là. Il peut faire des parésies, tétraparésie ou hémiparésie, donc les 4 membres ou les 2 membres du côté gauche ou côté droit, avec des déficits proprioceptifs. OK. Qu'est-ce que vous pensez de ce chien-là? Il a quoi comme symptôme et donc il a une lésion à quel niveau? Qu'est-ce qu'il fait ici? Et du poussé au mur. Oui, il fait du poussé à mur. Et ici? Oups. Bouc.
qu'est-ce qu'il fait? Il fait aussi des poussées au mur, mais il se cogne. Donc, probablement, il y a un problème de vision. Donc, il faut localiser à quel niveau? Le cortex? Du cortex. Oui, on ne sait pas bien dire quel côté, et parce qu'on ne voit pas qu'il tourne en rond ou qu'il fait du head turn. Mais donc, lui, lésion cortex cérébral. OK, suivant. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas à se lever. Pardon? Il n'arrive pas à se lever. Oui, mais il n'est pas tout le temps comme ça. Hein? Il Vous tremble. avez vu? Crampe, oui. Non, il tremble. Ah, il tremble. Moi, je pensais que tu disais il est en crampe. Il tremble, oui. Il est tendu. Donc, ça prend, vous voyez ici, la vidéo, ça prend 1 à 2 minutes. Hein. Après, il va devenir normal de nouveau. Il a de la bave, là. Vous voyez qu'il y a de la bave, là. Que pensez-vous de son état d'éveil? C'est diminué ou pas? Il est là, le chien? Il a l'air normal. Oui? Vous pensez que son état d'éveil est normal? Moi, je pense pas qu'il est là. Hein. Oui, ça prend un peu de temps, mais vous allez voir que il va devenir plus normal, normalement. Donc ici, il essaye de se mettre debout, mais c'est difficile. Vous avez vu qu'il y avait plein de bave sur le sol. Hein? Vous pensez pas à une crise épileptiforme si vous voyez ça? Si. Oui, c'est une crise épileptiforme qui dure longtemps. Hein? Et au départ, où on voyait que le chien se reculait comme ça, il allait vers l'arrière. Ça se voit souvent au départ des crises épileptiformes. Mais c'est vrai que ici, ça dure longtemps et on a déjà 2 minutes. Et à la fin, parce que oui, la vidéo prenait encore beaucoup plus, j'avais 6 minutes de crise, donc ça me prenait un peu trop de temps. Mais donc après, souvent, ils vont se réveiller, mais ils sont fatigués, un peu bizarres, ils savent pas très bien ce qui se passe. Souvent, ils vont plus reconnaître le propriétaire, ou ils peuvent même être agressifs après une crise. Donc, c'est plutôt crise épileptiforme, et là, il faut localiser où? Le cortex aussi, non? Oui, c'est aussi cortex. Oui. Ici, il a quoi? Comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'on voit sur la vidéo? Un chien qui fait quoi? Ah, il a la patte complètement retournée. Oui, donc il a surtout un déficit sur l'antérieur gauche avec une Du coup, c'est parésie parce que... proprioceptif. Pardon? Du coup, ce serait proprioceptif. S'il tient la patte comme ça, c'est vraiment un déficit proprioceptif. Ça veut dire qu'il ne sent pas que sa patte n'est pas dans le bon sens. Mhm. Vous voyez? C'est comme faire la proprioception. Hein? Vous voyez qu'il traîne la patte comme ça avec la face dorsale vers le sol, c'est pas normal. Donc lui, il a ce qu'on appelle une monoparésie, hein, ce qui colle plus avec une lésion du plexus brachial, les nerfs qui vont vers la patte. Parce que si c'est une lésion de la moelle épinière, vraiment à gauche, il avait aussi des problèmes sur le postérieur gauche. Et donc, c'est plutôt plexus brachial, jeune chien, il avait eu un trauma avec une voiture, donc probablement c'est plutôt une avulsion du plexus brachial.
OK. Et lui? Qu'est-ce qu'on voit? Du nystagmus. Il a un nystagmus. Et donc, nystagmus, ça se voit avec quel type de syndrome? Et le nystagmus, ça se voit si on a des problèmes d'équilibre en cas de syndrome vestibulaire. Il n'y a pas d'autres maladies qui font des nystagmus. C'est pas du tout correct parce qu'il y a certains problèmes visuels qui peuvent présenter aussi avec des nystagmus, mais c'est moins probable. Mais le chien a aussi une tête penchée à droite. Vous le voyez, hein, qu'il prend aussi un peu la tête, surtout. C'est pas facile parce qu'il bouge tout le temps la tête. Mais vous voyez, il a une tête penchée à droite. Hein. Donc, si vous voyez un nystagmus, c'est presque toujours un problème vestibulaire. Et donc, il faut aller chercher, est-ce que c'est plutôt périphérique, central? Périphérique, et il n'aura pas d'autres symptômes. Central, il peut avoir des déficits proprioceptifs, des changements de son état d'éveil et peut-être des atteintes des autres nerfs crâniens. Comme ça, tu fais la différence entre périphérique central et donc tu peux aller faire des examens complémentaires pour aller chercher la cause de ces problèmes. OK. Donc, on parle toujours d'observation. Donc, on a parlé comportement, posture de tête, des membres et on a parlé un peu de ataxie. Après qu'on a fait tout ça, il faut quand même, et parce qu'on n'a pas tous les cas, on observe juste l'animal et on sait qu'est-ce qui se passe. Après, on va faire les réactions posturales. Comment on le fait? On le fait chez des petits animaux sur la table et on fait, vous connaissez tout le test, on essaye de mettre la face dorsale de la patte sur la table. C'est toujours un peu plus compliqué chez les chats. Et normalement, ils doivent réagir et le mettre dans le bon sens presque direct, dans 2 secondes. On fait le sautillement, test de sautillement, où on fait sauter l'animal sur une des pattes. Et donc, si c'est pas normal, vous allez voir qu'il va traîner la patte. Et on peut faire la brouette, comme ça. Et normalement, si c'est pas bon, ils vont tomber ou tu vas voir qu'ils vont devenir faibles. C'est un peu la même chose pour les chiens. Mais ici, vous allez voir si c'est anormal. Donc, on fait sur les antérieurs et il corrige presque direct. Et sur les postérieurs, vous allez voir que c'est pas bon. Vous voyez, il reste comme ça sur la table, qui n'est pas normal. Il essaye, hein, mais c'est lent. C'est faible. Vous voyez la différence entre les antérieurs et les postérieurs? Oui. Ouais. Et là, il fait plus vite. Je pense plus normal. Donc, c'est surtout sur le postérieur 3. Et attends, j'ai un autre vidéo où on fait aussi le sautillement. Donc, vous voyez sur les antérieurs, il fait bien. Et vous allez voir sur les postérieurs, il va plutôt traîner la patte. Ça va être plus... Ouais. C'est pas toujours facile. Hein? Chez des grands chiens, et on fait plutôt par terre, pas sur la table. Et on peut même faire la brouette sur les antérieurs ou le sautillement si on tourne un tout petit peu en cercle. Hein, et on fait sur les différentes pattes comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Les réactions posturales, ça nous dit en première étape, s'il y a un déficit proprioceptif, oui, on peut se rassurer, il s'agit d'un problème neurologique. S'il n'y a pas de déficit, ça ne nous dit rien. Mais s'il y a un déficit, ce n'est pas normal, il y a un problème neurologique. Et donc même, et tu vois ici le chat qui est bien sur la face dorsale de la patte, même si elle est en train de manger, ce n'est pas du tout normal. Si l'animal a une fracture du fémur,
normalement, ils doivent corriger et ils doivent mettre la patte dans le bon sens. Donc, s'il y a un déficit, oui, c'est neurologique. S'il n'y en a pas, ça nous dit rien. Ça peut toujours être un problème neurologique, mais ça peut être aussi autre chose. Et ici, j'ai fait un petit dessin des voies proprioceptives. Donc, c'est la même image qu'on avait du cerveau, cortex, cervelet, le tronc cérébral en bleu. Vous voyez le souris ou pas? Vous voyez la flèche? Oui, on voit. Oui, hein? Ok. C'est juste que. Hein. Et donc ici, oui, c'est quelle couleur ça? Brun un peu. Hein. C'est la moelle épinière. On a fait euh, la différence entre la partie cervicale ici, la partie cervico-thoracique là-bas, la partie thoracolombaire T2, L3 là, et ici la partie lombosacrée L3, S3 là. Et donc, les voies proprioceptives, ils viennent du cortex, ils descendent et ils vont vers le côté contralatéral dans le tronc cérébral ou ils vont comme ça vers la patte antérieure et postérieure. Ce qui veut dire, si je fais ici et je mets la patte sur le face dorsale, il y a un petit impulse qui va comme ça, vers son cortex. Là, il y a le cortex qui va dire, ben, il faut corriger. Et de nouveau, ça descend et il va corriger. C'est clair? Et on a gauche, droite. Donc, oui, on a mis tout ça là. On a déjà expliqué ça. Donc, si l'animal a une tumeur dans le cortex ici à droite, il peut avoir des déficits où? Sur 4. Les antérieurs et postérieurs gauche. Oui, et ici et ici. C'est clair? C'est facile. Hein? Si on a un animal qui a une lésion du tronc cérébral à droite, mais vraiment dans la partie rostrale du tronc, de nouveau, il peut avoir, et je dis bien il peut avoir, et c'est pas que nécessairement il doit avoir, mais il peut avoir des déficits du côté gauche, antérieur et postérieur. Ou il y a une erreur là, ça doit être antérieur droit, c'est pas bien. Si c'est plutôt dans la partie caudale, de nouveau, il peut avoir des déficits proprioceptifs à gauche, antérieur et postérieur. Si il a une lésion cervicale, il aura des déficits peut-être sur combien de pattes? Les 4? Les 4 membres. Hein? Si c'est vraiment une lésion au milieu. Et tu peux avoir, par exemple, des hernies discales qui sont bien latéralisées ou tu peux avoir que des déficits d'un côté. Mais c'est un peu la pratique qu'on fait ici. Ou tu peux avoir une lésion en région thoracolombaire. Là aussi, tu peux avoir des déficits sur combien de pattes? Les 2 postérieurs? Les 2 postérieurs. Ok, parfait. Et s'il a une atteinte à ce niveau-là? L'antérieur gauche? Juste l'antérieur gauche. Tu auras, comme est le petit dalmatien qu'on a vu, une lésion du plexus brachial où tu as un animal qui traîne une patte et qu'il a un déficit sur une patte. Donc, la proprioception, juste pour retourner, ça nous dit quelque chose. 1, oui, il s'agit d'un problème neurologique. 2, ça me dit quelque chose déjà sur la localisation. Mais ça ne fait pas une différence entre la partie cervicale ou cervicothoracique, parce que s'il a une lésion là ou là, il va avoir des déficits sur les 4 membres, ou entre des problèmes thoracolombaires et en lombosacré. Et c'est pour ça qu'on utilise les réflexes spinaux. Hein? Ça nous dit plutôt, et ça nous dit quelque chose sur la localisation du problème, rien sur le pronostic. On va en parler un peu plus tard. Comment on le fait? Pour le retrait, on le met sur le côté, on pince dans la patte, comme je fais là, et vous voyez, normalement, il doit faire vraiment une flexion de la patte. Pour le rotulien, et là,
il y a mon bras qui est devant et on tape sur le tendon et il va faire une extension. Vous voyez qu'il y a une bonne différence entre les deux pattes. Si on a fait le retrait là, il a bien fait l'action directe. Mais ici, vous voyez qu'il ne fait pas bien. Normalement, il doit vraiment faire une flexion de toutes les différentes articulations de la patte. Mais le rotulien, il est là. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, avec les réflexes Pinon, on teste vraiment la fonction de l'arc réflexe. Ce qui veut dire que moi, je pince ici dans la patte et il y a un petit nerf qui rentre dans la moelle, il y a le centre là du réflexe et il y a une réaction d'autre nerf plutôt moteur qui fait l'action, la réaction, la flexion. Donc on teste vraiment quelque chose de très local. Ce qui veut dire que ces réflexes ne vont pas être bons, ils vont être diminués ou absents si on a une lésion ou dans le nerf sensoriel là, dans cette partie de la moelle ou dans le nerf moteur. Ce qui est là, on parle des signes elements, des signes lower motor neurological signs. C'est clair ou c'est compliqué? Ça va. Oui? Ok. Donc, c'est vraiment quelque chose de très focal. Donc, si on a une lésion à ce niveau-là, le chien va avoir des réflexes diminués ou absents sur les deux antérieurs. Sur les postérieurs, si on va faire les retraits ou les rotuliens, ils vont être bons. Comment va être le chien si moi j'ai coupé la moelle là? Il va être comment le chien? Il va être paraplégique. Para? Là, hein? Ah, tétraplégique. Tétraplégique, hein? Si moi je coupe vraiment la moelle à ce niveau-là, tu as un chien qui ne sait plus marcher sur les quatre membres. Hein? Et donc, il ne va pas avoir de la proprioception sur aucune patte et il ne va pas avoir des réflexes sur les antérieurs, mais même si moi j'ai coupé la moelle, il va faire des réflexes sur les postérieurs. Et donc, la même chose, si je coupe la moelle à ce niveau-là, L3, S3, il va être comment le chien? Il va être paralysé sur combien de pattes? Il est paraplégique. Il est paraplégique, donc il ne sait plus marcher sur les postérieurs. Il va être normal sur les antérieurs. Donc, si tu fais la brouette, il va marcher. Il va avoir des bons réflexes sur les antérieurs et il va avoir une bonne proprioception des antérieurs. Mais sur les postérieurs, pas de proprioception et des réflexes, je vais dire absents. OK? Oui. Et là, de nouveau, avec une lésion du plexus, de nouveau, tu as un chien monoparétique ou monoplégique, donc il a une patte paralysée et il n'aura pas de réflexe juste sur cette patte. Les autres pattes vont être normales. Oui, c'est un peu la même chose, mais je vais... Ça, c'est aussi... On va pas aller un peu trop dans... Le réflexe paniculaire, ça vous dit quelque chose, le réflexe paniculaire? Oui. Peut-être, c'est dommage. Il ne marche pas le vidéo, mais peut-être... Je vais vite retourner vers la vidéo parce que c'est peut-être une bonne idée de le montrer. Ok, voilà. Donc, on a déjà vu ce vidéo, mais c'est pour vous montrer autre chose. Attends, je vais juste... Attends, ils vont tourner le chien. C'est pour vous montrer comment on le fait. Donc, c'est un réflexe
de la partie thoracolombaire de la moelle épinière. Comment on le fait? On va pincer dans la peau. Vous voyez, on va le faire là. Donc, juste crânial, l'aile de l'ilium. On va pincer. Si c'est normal, on voit une contraction de la peau du même côté, ici. Et lui, il ne fait pas beaucoup. Ah, et maintenant, on a vu. Vous avez vu qu'il y avait une contraction de la peau? Oui. Vous voyez la contraction? Si ce Oui. réflexe est normal, on voit la contraction dès qu'on pince là. Donc, si on le fait là et il est positif, c'est bon. Il ne faut pas avancer vers l'avant. S'il n'est pas, on continue jusqu'au niveau où on voit que ça soit positif. Et je vais vous expliquer comment ça marche. C'est lent, hein? C'est avec les vidéos. Je continue. Ce réflexe est très intéressant parce qu'avec des lésions en thoracolombaire, souvent il est interrompu, et on appelle ça interrompu. Et aussi pour des lésions qui sont progressives, on peut voir que ça monte. Mais je vais vous montrer. Oh là là, il est blanc. On est presque là. Voilà. Et ici, on a fait un bon dessin. Donc, on a le bassin qui est là. La moelle épinière est le rouge là. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on pince ici dans la peau. Il y a un petit nerf qui rentre à la moelle, qui va, et maintenant je parle de l'état normal. Il y a un petit nerf qui rentre dans la moelle, qui ascend vers la partie C8-T1 de la moelle épinière. Et il y a un petit nerf qui sort, c'est le nerf thoracalis lateralis, qui fait une contraction de muscle cutaneus trunci, qui fait la contraction. Ça, c'est chez un chien normal. Si moi, je coupe la moelle à ce niveau-là, si moi, je vais pincer là, vous allez voir, et le petit nerf rentre dans la moelle, oups, ça ne passe pas. Si moi, je vais vers l'avant, donc je pince là, de nouveau, oups, rien. Mais si moi, je pince là, le petit nerf, il peut continuer vers l'avant et on a une contraction. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire, si moi je pince là et c'est positif, ça veut dire que le réflexe est intact, il est normal. S'il est interrompu, nous, on peut bien voir à quel niveau est-ce qu'il est interrompu. Et si on va faire d'après une imagerie, on va vraiment voir que la lésion se trouve à ce niveau-là. On dit que ça colle plus ou moins avec un ou deux vertèbres dans le sens crânio-caudal. Donc, ça colle très bien avec la clinique. La seule chose qui est importante de savoir aussi, c'est si on a une lésion du plexus brachial, ce qui veut dire que les nerfs sont coupés à ce niveau-là, tu vas voir, ben oui, il n'y a rien de ce côté-là et de l'autre côté, ça va être normal. C'est clair? Oui. Oui. OK. Ben voilà. Et donc, s'il est interrompu, on a une lésion T3L3 et on a tout expliqué un tout petit peu. S'il est tout à fait absent pour toute la colonne, on ne peut rien dire là-dessus parce que ça pourrait être physiologique aussi. On a souvent des chiens très stressés ou des chats que c'est complètement négatif et qu'on dit, ben, on ne pense pas que c'est important. Mais si elle est vraiment interrompue à tel ou tel niveau, oui, ça nous dit vraiment quelque chose sur la lésion. OK. Attends, on va voir un tout petit peu si vous avez, ben, j'espère, compris. Oh. Ben, il fait pas. On regarde d'abord ce vidéo-là. Donc, vous voyez un chien qui est faible des postérieurs. Je dois
l'aider un tout petit à marcher, mais il fait quand même des mouvements. Mais vous voyez qu'il est faible. Si je le lâche, il tombe. Là. Donc, il est paraparétique et on voit bien que les antérieurs, là, on voit rien. Au niveau de la proprioception, on voit que c'est absent à droite. Antérieur droit, c'est bon. Postérieur gauche, absent. Antérieur gauche, ok, c'est bon. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, oui, j'ai un problème neurologique et c'est que les postérieurs, donc c'est une lésion qui est caudale de T2. Après, on va faire les réflexes. On fait là. Et moi, je pince dans la patte. Vous avez vu, il n'avait pas de flexion. Et si on fait le rotulien, vous allez voir que là aussi, il ne fait rien. Donc, est-ce qu'il a des signes UMN ou LMN des postérieurs? LMN. LMN. Donc, il a une lésion dans l'arc réflexe. Donc, il a une lésion dans la moelle épinière, partie L3, S3. C'est clair? Oui? Oui, oui. Ok. Et il y a juste une chose, ce qui est très important, hein, la sensibilité est tout à fait autre chose que le réflexe. Hein. Et vous voyez sur la vidéo que le chien, il sent très bien que je pince dans sa patte. Hein. Donc ça, c'est une réaction consciente, ce qui veut dire que au moment que moi je pince dans la patte, il fait pas le réflexe, mais il y a quand même un petit impulse du nerf qui va vers son cerveau et qui dit là, il y a quelqu'un qui est en train de pincer dans tes pattes, il faut que tu réagis. Pourquoi la sensibilité est très importante, c'est pour le pronostic. Parce que si il ne sent pas, ça nous dit que la lésion de la moelle de ce chien-là est vraiment très sévère et que la chance qu'il va récupérer la fonction est minimale. Et donc, c'est tout à fait autre chose, la sensibilité. Je pense. OK. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter ici parce que moi, j'ai un autre rendez-vous à 4 heures. Vous avez encore des questions? Non, merci à vous. Non? C'était un peu clair? Oui. Oui? Ok. Et donc peut-être une autre fois, on va faire les nerfs crâniens, mais j'ai même pas tous les DIA ici. Donc, ça va? Ça va. Ok, merci. Ok, ça va. Merci. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.